en termes de rendement, c'est explosif. Revenez. Alors, bienvenue sur la chaîne YouTube du Roi des Champignons. Je suis venu ici au Burundi. Actuellement, je suis à Gitega, au centre du pays. Toujours pour rencontrer des producteurs professionnels de champignons avec qui on échange, on partage des expériences et avec qui, n'est-ce pas, nous entrons aujourd'hui dans une époque de collaboration dans la perspective de la commercialisation en masse du champignon et de la transformation. Donc je suis dans le site de ce monsieur à qui je vais laisser le soin de se présenter sommairement avant qu'il reprenne la vidéo. Allez-y. Là, oui. Je mets ma lièvre aussi. Donc, ce que vous voyez ici, si vous passez en route, vous allez vous dire que c'est simplement des maisons en terre battues et autres. Mais ce qui se cache là derrière, c'est une véritable unité professionnelle de champignons dans laquelle on a, n'est-ce pas, la capacité de produire jusqu'à 8 à 10 tonnes de champignons tous les mois. Et je pense que je vous ferai des inserts vidéo. Ils ont une technique de gobetage qu'ils ont installée. Ils font la vidéo chaque cycle en utilisant comme substrat les brisures de coton. Et je pense que ce que j'ai pu ajouter comme conseil va leur permettre d'améliorer. Et surtout, nous avons commencé à initier les discussions pour aller dans la phase de la transformation et la distribution internationale. Donc, fidèles abonnés, je vais profiter de cette vidéo pour partager une astuce avec vous. Regardez ceci. C'est une tuile locale. Une tuile locale qui est faite par des artisans. Pas d'usine, pas de machine, pas de technologie avancée. C'est de l'argile. J'ai demandé la durabilité de ce genre de bâtiment. On me dit que ça dure toute une vie. Pour une championnière, l'avantage pour une championnière, c'est que avec des tuiles, la température en bas est très basse. On a une bonne isolation thermique et vous pouvez constater aussi que le bâtiment est fait de briques de terre. Toutes les constructions en briques de terre. Dans tous les bâtiments. Alors je vais interpeller tous les myciculteurs qui regardent cette vidéo à dire que rien ne vous oblige à faire la myciculture. Mais si vous voulez faire la myciculture, vous devez respecter les normes techniques. Et l'une des premières normes techniques en myciculture va au niveau de la construction du bâtiment. Il faut choisir des matériaux qui sont isolants. Isolants, les briques de terre, les tuiles. Ici, c'est les tuiles. En Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de gens qui mettent les nattes de raffia ou les pailles. En Afrique centrale, pareil. Je ne veux plus voir des myciculteurs qui m'appellent pour me dire le roi des champignons, ma position ne marche pas. Et quand tu arrives chez lui, voulant faire un vrai diagnostic, tu te rends compte que son problème est à la racine. À la racine parce qu'il a utilisé un bâtiment qui n'est pas adapté. Voilà les bâtiments qui sont adaptés. Non seulement c'est adapté, mais ça demande des coûts de construction réduits. Ici, on n'a pas utilisé de ciment, sauf pour le crépissage. Regardez un peu la barrière de la parcelle. C'est fait en briques de terre. Les joints sont faits en briques de terre et c'est efficace. Donc, et j'ai toujours martelé dans toutes mes masterclass et dans toutes mes vidéos que aujourd'hui, c'est au gobetage qu'il faut passer. Aujourd'hui, il faut faire le gobetage. Et ici encore, on est dans une preuve vivante de l'efficacité du gobetage. Vous avez ici une salle qui a une capacité, combien de tonnes, monsieur le chef? 11 tonnes. 11 tonnes de substrat et vous avez plusieurs étagères. Et comme ça, vous avez combien de niveaux? Un niveau, deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux, 5 niveaux, 5 niveaux. Et là, dans la salle, vous pouvez voir
une grande pléthore d'étagères, une grande pléthore de gobetage. Regardez. Alors, je vais m'arrêter sur l'aspect d'un bac. Quand vous regardez ça, je vais préciser que le gobetage fait plusieurs volets. Et qu'ici, je pense que c'est la première volée ici. Est-ce que ça a déjà, on a déjà récolté sur ces bacs? Non. C'est le début, non? Vous voyez, voilà la première volée. Quand vous regardez la dimension d'un bac, vous avez les dimensions de ce bac en tête. Donc on peut calculer 1 mètre, 2 mètres et demi environ. Environ 2 mètres environ sur 1, 2, 3, sur 3 mètres. Ça fait 6 mètres carrés. Oui. Vous avez 6 mètres carrés là. Sur 6 mètres carrés, vous avez 5 bacs. 1, 2, 3, 4, 5 bacs. Regardez sur un seul bac, la taille de tout. Vous voyez, on va compter. Je l'ai toujours dit. Et je l'ai montré dans plusieurs vidéos. Il n'y a pas une deuxième méthode qui est plus efficace que le gobetage. Regardez ici le nombre de touffes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 touffes de champignons, ça c'est sans compter que vous avez des touffes comme celles-ci qui sont encore toutes petites qu'on ne voit même pas encore. Vous avez des touffes comme ça. Ici, en termes de rendement, c'est explosif. Revenons sur une seule touffe. Regardez ici. Regardez la taille. Venez zoomer sur ça. Vous voyez la taille des pieds. Vous voyez la taille des pieds. C'est simplement la capacité que le gobetage a d'apporter de l'eau. Quand je prends de la terre comme ça, vous voyez, il y a l'eau. C'est cette humidité-ci que le substrat bénéficie. C'est de cette humidité que le substrat bénéficie pour apporter de l'eau en permanence. Et ça donne ce genre de résultat. Et je rappelle que le gobetage peut être entretenu comme ça pendant 3 mois. 3 mois, c'est vrai qu'après un certain nombre de temps, les tailles vont baisser, mais pendant 3 mois, on peut avoir ce genre de résultats. Donc, tous ceux qui hésitent encore de se lancer dans la culture des champignons, moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est une activité réelle, c'est une activité rentable, mais il faut avoir la bonne méthode. Il faut passer par la bonne école et surtout, il faut avoir les bonnes stratégies. Et l'une de ces stratégies, c'est le gobetage. Je pourrais vous en dire plus dans les autres vidéos que nous allons tourner sur cette chaîne YouTube. Vous voyez, allez. Je suppose que quand vous mettez les ballottes en incubation, quand vous venez, est-ce que vous venez souvent vérifier? Quand vous venez vérifier, peut-être 10 jours après ou 5 jours après, vous ne constatez pas que les ballottes chauffent? Ça ne chauffe pas entre eux? Ça chauffe. Ça chauffe, non? Oui. Si vous faites, si vous réussissez à faire incubation à étagère, comme ça dit, vous mettez des étagères comme ça, ça va faire que vous avez moins empilé les ballottes. Ça va faire que la température de l'incubation va baisser. Oui. Et si la température baisse, le taux de contamination aussi va baisser. Vous voyez un peu. Parce qu'il faut regarder la contamination, généralement, ça va venir au niveau de plusieurs facteurs. Le premier facteur d'abord, c'est le niveau de supplémentation du substrat. Si le substrat est trop riche, il a plus de chances de se contaminer. Dans les différents types de substances, lesquels sont-ils riches? Ça dépend des formulations que vous utilisez. On va regarder les teneurs en azote, teneurs en carbone, ça dépend des formules que vous utilisez. Mais les brisures de coton que vous utilisez déjà font partie des substrats qui sont très performants. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder l'état de votre gobetage. Le gobetage a de bonnes fructifications. C'est lié à 3 choses. La qualité de votre substrat, la qualité de votre semence et le climat. Le climat est très bon. Quand le climat est frais et humide comme ici là, ça donne des larges fructifications. Maintenant, j'étais sur la contamination. Il faut regarder aussi la pasteurisation. Vous pasteurisez comment, combien de temps? Quand vous avez bien contrôlé la pasteurisation, vous allez maintenant vous demander les conditions d'hygiène
pendant la propriété, pendant l'ensemencement. Et quand vous avez corrigé ça, ça veut dire que le dernier paramètre où la contamination peut venir, c'est au niveau de conditions d'incubation, c'est-à-dire la température qu'il y a dans la salle, le lieu d'incubation. Il est bon alors d'utiliser le détergent par rapport. Oui, il est bon. Il est bon. Il est bon. Mais maintenant, je ne sais pas la température que vous avez pendant l'incubation. Parce que si, comme il fait froid ici, si la température reste encore trop basse, vous n'allez pas réussir à faire l'incubation en 21 jours. Si la température est trop basse, votre incubation va aller jusqu'à 30 jours et plus. Parce que la température basse, ça limite. Si c'est trop bas, ça va coloniser lentement, il y aura moins de contamination, mais ce sera lent. Quelle est la température favorable? Une bonne favorable, 22, 23, 24. Ok. 25 encore à septembre. 25 encore à septembre. En dessous, c'est un problème. En dessous de 20, ça va être trop lent. Ça va ralentir. Ça va ralentir la colonisation. Et ralentir la colonisation veut aussi dire que ça va aussi diminuer, ralentir aussi la contamination. Et donc, l'idéal c'est entre 22 et 25. On a un bac. Il y a des bacs qui ont des résultats souvent plus que les autres. Est-ce que vous faites souvent l'effort de comparer les résultats que vous avez sur chaque bac? Par exemple, ici, il n'y a presque rien. Mais ça a été fait au même moment que les autres. Je vais monter un peu. Là, ici en haut. Là, ici en haut. Il y en a qui sont prêts déjà ici. Hein. Demain, ça va sécher déjà. Est-ce que le problème des bactéries que je vous expliquais là, le problème des bactéries là, quand tu sens que c'est le problème là, le champignon encore petit, ça devient un peu jaune. Voici même un ici, voilà ça. C'est ça ici non? C'est ça que vous dites non? Voilà. Ce que je vous ai expliqué là, c'est la solution au problème là. Vous allez voir que vous n'aurez plus ce problème là. Quand c'est encore petit comme ça, dès que ça se pointe comme ça, vous arrosez avec l'eau javelisée. Je vais vous donner les quantités. Vous arrosez avec l'eau. Quand vous regardez même, vous allez voir souvent. C'est parce que je ne vois pas un qui est comme ça. Même celui-ci est déjà victime. Regardez, c'est si sèche. Attends. Voilà ce problème de bactéries. Tu vois, il meurt. C'est ça qui fait que le champignon devient clair comme ça. Là. Tu vois, au lieu d'être noir, gris comme les autres, il devient clair. La bactérie là bouffe ça à l'intérieur. Si tu as la chance, ça peut te donner une petite touffe, mais sinon, ça ne te donne rien. Non, vous ne mettez pas la chaux. La chaux, on met la chaux En train de faire le remplissage. Vous mélangez avec la chaux. C'est ça que je demandais parce que il faut toujours contrôler le niveau d'acidité du substrat. Mais il y a aussi des appareils pour contrôler. Non, vous n'avez pas besoin de connaître ça en fonction du type de substrat. On connaît le pH de ce substrat. En fonction du type de substrat, on va savoir exactement la quantité de chaux qu'on doit apporter. C'est pour ça que là où tu t'es formé, on t'a dit que pour telle quantité de substrat, tu vas apporter telle quantité de chaux. On t'a pas dit? Non, on n'a pas dit. Et toi, tu fais comment alors? Vaguement. Tu mets tu étales juste. N'importe comment. Ok. N'importe calcul là. Ok. La raison pour laquelle votre visite
Généralement, nous mettons, ça dépend des substrats. Si on utilise des substrats comme l'acier, le bois et autres, on va mettre 1% de chaud. Ça veut dire que si on fait 1 tonne de substrat, on va mettre 10 kg de chaud à l'intérieur. Si on fait 1 tonne, on va mettre 10 kg. 1%, c'est pour réguler le pH. Je vais regarder pour les bougies de coton, puisque les bougies de coton, dans notre zone, nous n'utilisons pas beaucoup de bougies de coton, parce que le coton se produit seulement au nord du Cameroun. C'est plus de 1000 km entre la capitale et la zone là. Donc s'il faut transporter les déchets de coton de là-bas jusqu'à là, et ça devient un peu... Quel type de substrat? Nous on utilise les rafles de maïs, on utilise les rafles de palmier, on utilise les scies de bois. Scies de bois, c'est plus les producteurs qui sont dans les zones comme Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, ou dans les capitales, ils n'ont pas beaucoup de produits agricoles. Mais les rafles de maïs, on utilise beaucoup au Cameroun. Rafles de maïs, parfois on peut enrichir rafles de maïs avec les déchets de haricots. Des haricots découpés, comme ça je vous demandez si vous utilisez ça. Oui. Donc, nous sommes ici au Burundi aujourd'hui dans la continuité de la tournée africaine que nous avons initiée depuis quelques années, qui vise à faire de l'Afrique une terre de producteurs professionnels de champignons. N'oubliez pas que le marché de la Chine nous regarde. Nous avons un marché énorme à satisfaire et pour pouvoir le faire, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons travailler ensemble. Et c'est pour ça que je félicite ce grand producteur. Je le félicite beaucoup et je lui dis allez de l'avant. J'espère que la collaboration sera fructueuse. Allez, coupez la vidéo.